BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Le club BFM Crypto, on est ravis de vous retrouver, comme tous les jours, à 15 h, pendant toute une demi-heure. On va parler des cryptos. On a beaucoup parlé Bitcoin aujourd'hui. Il y a Jonathan Ascovici, fondateur de Stock Insat, sur le plateau. Bonjour Jonathan, ravi de vous retrouver. Dans l'émission, il y a Louis-Alexandre de Froissart qui est avec nous aussi, gérant associé chez Montagne Conseil et Patrimoine, qui va aussi vous parler de l'investissement en Bitcoin. Allez, Louis-Alexandre de Froissart, je commence par vous, parce qu'on va parler un petit peu de stratégie d'investissement. Et aujourd'hui, vous concentrez vos conseils sur le Bitcoin. Un patrimoine sans Bitcoin, dites-vous, est un patrimoine déséquilibré. Exactement, oui. En fait, ce qui est important de noter, c'est que comment passer à côté de l'actif patrimonial qui a fait la meilleure performance sur les 10 dernières années? C'est pas possible de passer à côté. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer un peu de Bitcoin à son portefeuille. Et qu'est-ce que cela permet? Eh bien, c'est simplement ce que montre une étude Coinbase et Glassnode en 2024, dont je vous ai fourni un petit graphique, qui prend l'exemple d'un portefeuille dit balanced aux États-Unis et équilibré chez nous. Un portefeuille avec 60% d'obligations et 40% d'actions. Eh bien, si ce portefeuille fait en moyenne une performance de 6% sur la période 2019-2023, eh bien, si on rajoute 1% de Bitcoin, il fait 7% par an. Si on rajoute 2%, il passe à 8% par an. Si on rajoute 5% de Bitcoin, à ce moment-là, ce portefeuille fait 11% par an. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors les gens me disent, oui, mais c'est pas exactement Bitcoin qu'on met dans le portefeuille, c'est un indice. Oui, c'est un indice, mais qui est composé à plus de 60% de Bitcoin, et de toute façon, il y a une énorme corrélation entre Bitcoin et les autres cryptos. Autant aller sur l'original plutôt que sur la copie. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est volatile ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on met du Bitcoin dans un portefeuille équilibré comme celui-ci, eh bien, on se rend compte que ce qu'on appelle le max drawdown, c'est-à-dire la perte la plus importante si on est rentré au plus mauvais moment, c'est-à-dire au plus haut, et le moment où on sortirait au plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perte maximum. Elle passe de moins 23 sur mon portefeuille à moins 26. Donc retenez une chose, je vais passer de 6% annuel à 11% annuel, alors que je ne vais augmenter que de 3 points uniquement ma perte maximale. Autant vous dire que c'est un actif qui augmente la performance de manière sensible, et sans prendre un risque, et ce qui est tout à fait compréhensible. Si je n'en mets que 5% dans mon portefeuille, je ne vais que je vais augmenter mon risque uniquement à la marge. Et en plus, ce que l'on voit, et vous faites bien de m'interroger là-dessus, c'est qu'en fait, Bitcoin voit sa volatilité baisser. Ça, c'est sorti d'une étude Gemini Glassnode qui a, je crois, 10 jours, cette étude. Et elle nous montre qu'on a, depuis 2018, une division par 3 de la volatilité, avec même, vous savez, ces fameuses 7 valeurs magnifiques américaines qui se montrent à certains moments beaucoup plus volatiles que Bitcoin. Donc, performance, moindre volatilité. Vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas mettre Bitcoin dans son patrimoine. Oui, Bitcoin, vraiment, va rééquilibrer votre patrimoine, mais il n'y a pas que ses avantages. En quoi c'est un actif unique finalement ? En quoi il se différencie des autres ? Alors, vous savez que, on en parlait juste avant en antenne, il y avait des sujets d'euro numérique. Et l'euro numérique ne nous veut pas forcément que du bien. On l'a vu au Nigeria, on l'a vu en Chine. C'est une manière à peine détournée, hein, quand on écoute Augustin Carstens, le patron de la Banque des règlements internationaux, de contrôler notre épargne. Et il faut savoir que Bitcoin est unique, surtout si on décide de le détenir soi-même. Et quand on le détient soi-même, c'est un actif qui est à notre main. Je peux envoyer aussi bien à Hubert qu'à Jonathan ici, moi à distance, dans l'instant, des fractions de mon patrimoine, même si les comptes d'Hubert ou de Jonathan, ce que je ne leur souhaite pas, étaient fermés. J'ai une véritable souveraineté sur cet actif, mais ce n'est pas fini. Il y a encore de bonnes nouvelles à venir encore sur Bitcoin. Et on va parler de la custody justement dans un instant avec Jonathan, parce que c'est en train de changer la façon dont on détient et dont on envisage Bitcoin. Ce sera dans quelques minutes. Est-ce qu'il va prendre de la valeur encore aujourd'hui finalement, Louis ? Alors, en fait, on peut se poser la question, et souvent les gens qui nous ont interrogés à l'époque où ils passaient les 100 000 dollars nous disaient non, non, moi je veux un actif qui a moins monté, qui va monter un peu, qui est beaucoup moins cher parce que Bitcoin a atteint son potentiel. Mais en fait, je pense que c'est totalement faux. Pourquoi? Pour plein de raisons. D'abord, les États, eux, veulent imposer d'autres choses.
les États-Unis veulent imposer les stablecoins en dollars parce que ça leur permet de remettre un peu leur dette dans le jeu. Mais tout le monde ne peut pas payer en dollars. Et on vient de voir avec le conflit Israël-Iran que un certain nombre de pays non alignés chercheraient une unité de valeur, une unité du commerce international qui serait une alternative. Et on sait bien que les Russes, en décembre l'année dernière, j'avais cité Poutine en russe, qui disait que qui peut interdire Bitcoin? Personne. Donc on a aujourd'hui un glissement progressif de l'adoption par les institutionnels à l'adoption par les États pour en faire une unité, une devise d'échange international. Et pour vous dire si c'est stratégique et géostratégique, on a eu un très bon livre de Alexandre Stratsenko et Jean-Charles Galli là-dessus sur la géostratégie de Bitcoin. C'est stratégique, pourquoi? Parce que l'Iran avait un exchange centralisé et des hackers israéliens sont allés voler les bitcoins et les cryptos, ils sont allés les perdre à jamais sur la blockchain pour qu'ils ne puissent pas être utilisés. Donc c'est vraiment un outil géostratégique important, les États commencent à s'y mettre. Et c'est vraiment pour ces raisons-là, si ça devient une unité du commerce international, unité d'échange du commerce international, on va atteindre 500 000 $, peut-être 1 million, d'autant plus que, comme on va clôturer par ce point-là, c'est un actif extrêmement rare. Oui, exactement, limité à 21 millions. On l'a dit, c'est ce qui fait sa valeur. J'aimerais, Louis-Alexandre, une remarque? C'est un point aussi qu'on oublie de dire, c'est que cette année, on trouvera plus d'or que de bitcoin et de manière sensible. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on a l'or qui a monté, donc l'ensemble des minières aurifères, des compagnies minières aurifères sont en train de relancer les investissements pour retrouver des gisements. L'Ouganda vient de dire qu'il avait des ressources inestimables. Et donc, en fait, l'actif rare, ce n'est plus l'or, c'est Bitcoin, parce que Bitcoin, on sait que l'on va trouver 450 Bitcoins par jour et que dans 3 ans, ça sera 225, alors que l'or, on peut en trouver de grandes quantités. Donc, il y a cet effet de rareté qui va continuer à jouer, puisque Bitcoin, on va en trouver de moins en moins. Et donc ça a un effet sur la valeur, parce que quand on a d'un côté des gens qui ne veulent pas réduire leur endettement, qui veulent continuer à imprimer de la monnaie, et de l'autre côté, qu'on a des actifs rares, mais il y en a un qui est un peu plus rare que les autres, et comme l'a dit Hubert, qui a une valeur d'usage qui ne peut qu'augmenter, évidemment, les gens vont comprendre qu'il faut que ça soit dans un patrimoine, et donc le patrimoine est déséquilibré s'il n'a pas de Bitcoin. Louis-Alexandre, une remarque? Oui, en fait, on a des marronniers qui ressortent comme l'informatique quantique, par exemple, en disant que Bitcoin ne va pas résister à l'informatique quantique. C'est vrai. C'est un sujet sur lequel il faudra laisser les spécialistes revenir, mais en fait, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. Ce que je remarque, c'est que le protocole n'a pas connu de panne depuis 2014. Avant 2014, il y en a eu 2 qui étaient extrêmement brèves, et qu'on a quelque chose qui est hyper efficient en termes de rationalité. Et c'est quelque chose qui sort du cerveau de quelqu'un d'extrêmement intelligent. Moi, je suis admiratif chaque fois que je me planche sur la mécanique, parce que, vous voyez, tous les 15 jours, on a la difficulté qui se met à jour toute seule, on a plein d'opérations qui se passent toutes seules, et puis après, il y a un protocole qui a évolué au cours des ans, avec différentes mises à jour. Mais j'aimerais trouver aujourd'hui des protocoles informatiques qui ont la même stabilité, la même résilience, et surtout qui ont été inventés avec une telle intelligence de ce qui allait arriver dans le futur. Donc très confiant aujourd'hui sur cette infra, parce que ce que je constate depuis que je m'y intéresse en 2015, c'est quand même que c'est super fiable. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Louis-Alexandre de Froissart, Jonathan Ascovici, Hubert de Vauplane. Merci messieurs, vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.